Voilà, je pense que oui, peut-être qu'on peut. Oui, oui, je crois qu'on va commencer. Une petite chose. Agnieszka, zaczynasz nagrywać? Oui, je viens de commencer. D'accord, très bien. Vous devriez le voir d'ailleurs. Oui, c'est vrai. D'accord, donc maintenant, officiellement, mesdames et messieurs, membres et amis de Pléiada, chers collègues, bonjour. C'est avec une certaine émotion que je vous souhaite la bienvenue à notre première conférence du cycle des conférences invitées de Pléiada. Je vous remercie de nous avoir rejoints et d'être présents devant vos écrans ce samedi le 10 avril 2021 pour prendre part à l'événement qui, on l'espère très fort, marque le début d'une nouvelle tradition de notre association académique. Une tradition de rencontres régulières autour des romanistes polonais qui accepteraient de partager généreusement les résultats de leur travail et de soumettre ainsi des idées pour une discussion ouverte à tous les intéressés. D'ailleurs, il n'y a pas que les romanistes polonais parmi nous. Nous en fait l'honneur de leur présence également l'attaché de l'ambassade de France en Pologne, Christophe Paoli. Bonjour Christophe, merci d'être là. Je vois également des collègues de l'association des romanistes tchèques Galicia qui fête cette année son 20e anniversaire. Je salue également des collègues slovaques de l'association Francavie, les collègues français de l'université Rennes 2 et je n'oublie pas non plus bien sûr les collègues polonais, les doctorants, les étudiants, aussi bien les étudiants polonais que mauriciens. On est vraiment dans une excellente compagnie et en excellente compagnie avec une compagnie internationale. Donc, je suis particulièrement émue par cette réunion, ce rassemblement. Mais surtout, il me revient l'honorable tâche d'accueillir aujourd'hui les principaux invités et acteurs de notre rencontre, ceux pour qui nous sacrifions et avec joie la grasse matinée de week-end. Je salue donc chaleureusement Monsieur Krzysztof Jarosz. Je vous remercie, Monsieur, d'avoir accepté l'invitation de Pléiada pour donner une conférence sur l'écrivaine Ananda Devi. Et je salue Madame Ananda Devi elle-même. Ah oui, nous avons la chance d'avoir la célèbre écrivaine en personne parmi nous. Nous sommes particulièrement heureux et honorés de votre présence, Madame. Votre participation à ce rassemblement le rend encore plus prestigieux et mémorable. Merci beaucoup. De manière un peu plus humoristique, je dirais qu'il est rare d'avoir cette formidable opportunité de pouvoir confronter les dires d'un conférencier avec le sujet de sa conférence. Certes, c'est une situation très exigeante pour le conférencier, mais ô combien excitante pour le public. Encore une fois, Madame Ananda Devi, Monsieur Krzysztof Jarosz, je vous remercie solennellement au nom de l'Association académique des romanistes polonais Pléiada d'avoir accepté de nous ouvrir vos univers de vie et de partager avec nous. Bonjour. Beniu, nie słychać cię. Tu as été muté. Beniu, o, już. Oui, oui, je crois qu'on m'a coupé le micro, mais est-ce qu'on m'entend maintenant? On t'entend très bien. Tu en étais à nous dire à propos des vies partagées. D'accord, très bien. Bon, alors je crois que c'est un signal qu'il ne faut pas que peut-être que j'occupe trop la scène, que c'est le moment de laisser entrer sur scène les principaux protagonistes de cet événement. Donc, il ne me reste qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne conférence et dans son prolongement, une discussion passionnante. Mais avant, je demande encore à la vice-présidente de Pléiada, Anita Staroń, de prendre la parole pour présenter notre conférencier Krzysztof Jarosz et plus généralement d'animer notre réunion. Anita, c'est à toi. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de me joindre aux salutations qui viennent d'être exprimées par notre Présidente et d'exprimer à mon tour tout l'honneur et le plaisir que j'ai
à assister à cette conférence, mais aussi à la modérer. Et avant de présenter la silhouette de notre conférencier, je voudrais vous rappeler que cette rencontre se déroule en 2 mouvements. Le premier constitué de la conférence elle-même, le deuxième de la discussion, à laquelle nous vous invitons d'ores et déjà. Et vous pouvez poser vos questions via chat tout au long de la conférence ou même pendant la phase de la discussion, donc sur le chat que je vais modérer. Mais une fois la conférence terminée, n'hésitez pas à intervenir de vive voix pour rendre ce débat autour de la très belle et émouvante prose, je ne sais pas d'ailleurs si seulement prose, peut-être la poésie aussi, d'Ananda de Vie, animée, sinon passionnée. Et il m'incombe maintenant cette tâche agréable de présenter Krzysztof Jarosz, professeur de littérature d'expression française à l'Université de Silésie, auteur de 3 livres sur Hubert Aquin, Jean Giono et Robert Lalonde, et d'une édition critique des Faux-monnayeurs et du journal des Faux-monnayeurs d'André Gide dans la Bibliothèque nationale polonaise au Solineum. Il a également écrit plus de 80 articles qui portent sur la littérature contemporaine d'expression française. Il a été rédacteur en chef de 2 revues scientifiques dès leur début et pendant plusieurs années, donc Romanica Silesiana jusqu'en 2018 et Transcanadien jusqu'en 2013, et a présidé l'Association polonaise d'études canadiennes entre les années 2007-2013. Il est membre du conseil d'administration de la section internationale de l'Association internationale des études québécoises. Son travail de traducteur est important. Krzysztof Jarosz a traduit des ouvrages philosophiques, ceux de Sartre, Deleuze, Bataille, et littéraires, parmi lesquels il convient de mentionner, à part la production d'Ananda de Vie, les premières traductions de ses poèmes, à côté de ceux de Youssouf Kadel et de Alain Fanchon, sont publiées en 2016. La traduction commentée et annotée, je ne sais pas si on verra, du Sériver, a vu le jour en 2018. Un an plus tard, Krzysztof Jarosz a conçu et créé une collection littéraire, Francofonia Literaria, qu'il dirige depuis. Jusqu'à présent, Wydawnictwo w Podwórku de Gdańsk et les presses de l'Université de Silésie à Katowice ont coédité, dans le cadre de cette collection, ces traductions commentées et annotées de 3 ouvrages mauriciens, dont 2 d'Ananda de Vie, Ève de ses décombres, 2019, et L'ambassadeur triste, 2020, ainsi que Made in Mauritius d'Amal Seftoul, et ça, c'était déjà lors de l'année courante 2021. D'autres publications percent déjà à l'horizon, cette fois-ci d'auteurs québécois, Monique Larue et Robert Lalonde. Krzysztof Jarosz a dirigé plusieurs thèses, dont 8 ont déjà abouti à la promotion de docteur, d'autres sont en cours. Il a aussi exercé maintes fonctions administratives au sein d'une université, pour ne mentionner que celle du doyen de la faculté philologique. En décembre 2020, il a été nommé chevalier de l'Ordre des Palmes académiques. Monsieur le professeur, je vous donne la parole. Merci Anita. Merci. Bon, bien sûr, je salue chaleureusement tout le monde, à commencer par les organisatrices. Et en m'adressant à la présidente, je dis ma présidente, comme on dit mon général, voilà. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, chers amis et collègues, je suis très honoré d'inaugurer ce cycle de conférences que le comité directeur de Pléiada a eu une excellente idée de lancer. Voilà. Ma tête est vide en ce moment-là, alors c'est la seule perfection, elle est parfaitement vide, c'est la seule perfection dont vous pouvez vous m'attendre honnêtement de ma part ce matin. Vous savez, j'ai découvert Ananda de Vie en 2012. J'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là à la littérature mauricienne, l'ayant découverte. Et le premier livre qui est arrivé, parce que j'en ai commandé vraiment beaucoup, c'était le Sériver. Je ne sais pas si c'était un hasard ou le destin. En tout cas, je suis revenu à ce livre en 1999
en 2017, en décembre, quand j'ai décidé de traduire l'œuvre d'Ananda Devi. Et vous savez, c'est le moment où je l'ai redécouverte, pour ainsi dire, parce que j'ai eu un contact très proche, très intime, avec chacun des mots, avec chacune des phrases qui composent ce livre. Et c'était un véritable défi. On m'a par la suite souvent demandé, mais comment c'était en français cette première phrase qui sonne si bien en polonais? Cette phrase a eu, je ne sais pas, une vingtaine de versions successives et précédentes. Et voilà. Et alors, puis, comme Anita a dit, cet intérêt est, disons, les traductions ont continué. Mais je me demande si je ne dois pas commencer par un très bref aperçu de ce qu'est l'île Maurice et de ce qu'est la littérature mauricienne pour mieux comprendre l'œuvre de notre écrivaine. Voilà, alors, ce que nous appelons aujourd'hui l'île Maurice, c'est une île qui est située à quelques centaines de kilomètres à l'est de Madagascar. L'île était déserte, elle n'était pas peuplée, et elle a été découverte au début du XVIe siècle par les Portugais qui ont pris note de son existence sans s'y établir. Et finalement, ce sont les Hollandais qui l'ont fait au début du XVIIe siècle. Les Hollandais qui sont coupables d'avoir pratiquement exterminé certaines espèces comme le dodo qui reste jusqu'à présent, disons, le symbole de l'île Maurice. Voilà. Et puis, à la recherche du bois d'ébène, ils ont dévasté les forêts mauriciennes. Puis, ils sont partis, et c'est, disons, dans la deuxième décennie du XVIIIe siècle, que ce sont les Français qui sont arrivés. Pour les Français, c'était une escale entre la France et l'Inde qu'ils visaient. Peu de gens savent que les Français, au XVIIIe siècle, rivalisaient pour la domination de l'Inde avec les Anglais. C'était une domination qu'ils ont perdue. Et finalement, mais entre-temps, ils ont commencé, disons, les travaux de colonisation. Et au moment de la conquête anglaise en 1810, il y avait déjà une population d'à peu près 20 000 habitants, composée de propriétaires d'esclaves et d'esclaves, c'est-à-dire surtout des Blancs. Bon, je simplifie à l'extrême. Les Blancs planteurs qui cultivaient la canne à sucre et leurs esclaves qui faisaient le travail, voilà. Et ces esclaves étaient d'origine, dans la plupart des cas, africaine et malgache. Voilà. C'est ainsi quand les Anglais s'emparent de l'île en 1810, ils veulent abolir l'esclavage, ce qu'ils font en 1835 en indemnisant très grassement les propriétaires des plantations. Et les Anglais ne s'intéressent pas vraiment à intervenir, disons, à angliciser l'île. Donc, le français reste une langue pratiquée par la plupart des habitants, et surtout par les Blancs. Quant aux esclaves, ils créent, au bout de deux décennies, ils créent un langage qui leur est propre à base de français, c'est le créole mauricien. Le créole mauricien est maintenant la lingua franca de pratiquement tous les Mauriciens. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Quand, en 1835, les Anglais abolissent l'esclavage, les esclaves ne veulent plus travailler dans les plantations, même en hommes libres. Ils se dispersent à travers l'île et ils vont devenir pêcheurs, agriculteurs, artisans, etc.
Alors, comment résoudre le problème de la main-d'œuvre? Les Anglais font venir les Indiens. Et quand je dis les Indiens, vous savez, c'est comme les Américains disent qu'ils vont en Europe. En Europe, c'est-à-dire où? En Italie, en Pologne, en France, en Norvège, voilà. Alors, l'Inde, c'est un subcontinent énorme où il y a plusieurs dizaines, sinon centaines disons, de nations, de langues également, et ces gens, et de castes également, il ne faut pas l'oublier. Et ces Indiens arrivent de plus en plus massivement. Actuellement, ils constituent, je crois, 2 tiers de la population de l'île Maurice. Bon, j'ai oublié de dire que l'île a changé de nom parce que les Hollandais l'ont baptisé en polonais Mauritius, comme on dit en le prononçant à l'anglaise aujourd'hui. Puis les Français ont changé le nom, ont appelé cette île l'Île-de-France. Et puis les Anglais sont revenus au nom hollandais. Voilà. Alors, les Indiens de plus en plus nombreux s'enrichissent et il y a l'influence de Gandhi qui fait la visite à l'île Maurice au début du XXe siècle. Et finalement, ils entament un processus de décolonisation qui survient en 1968, exactement le 12 mai. Et le 12 mars, c'est un anniversaire du commencement de la marche du sel inaugurée par Gandhi en 1903. Voilà, et depuis, l'île est indépendante et l'île est peuplée actuellement, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, par 5 groupes ethniques. Vous savez, c'est le drapeau de Maurice. Alors, on dit que le rouge, ce sont les flamboyants, ce sont des arbres qui ont des fleurs rouges. Le bleu, c'est le ciel ou la mer. Le jaune, c'est le sable. Et le vert, c'est la verdure, ce sont les forêts mauriciennes ou peut-être la canne à sucre. Les interprétations sont différentes. Dans son roman Made in Mauritius, qui est sorti en mars, Amal Sitohel réinvente, pour ainsi dire, la symbolique de ces couleurs. Le rouge, c'est les Indiens. Le bleu, c'est les créoles. Le jaune, c'est bien sûr les Chinois. Et le vert, ce sont les musulmans. Et les blancs, je crois qu'on peut les représenter par la hampe de mon petit drapeau. Bon, c'est pour rigoler un tout petit peu. Voilà, et alors il y a ces 5 groupes. Les Blancs c'est un groupe très riche. Ils parlent français, bien sûr. Ils ont également, ils sont banquiers, ils sont hommes d'affaires. Alors l'anglais est également leur langue de travail. Et en général, l'anglais est la langue d'éducation, la langue de la loi à Maurice. Voilà, tandis que le français est considéré comme la langue culturelle. Et à côté de cela, il ne faut pas oublier qu'il y a le créole, et il y a également, je ne sais pas, une dizaine, peut-être une quinzaine de langues indiennes et de langues chinoises. Voilà, pour ce qui est des musulmans, ce sont des ressortissants de l'ancienne Inde britannique, c'est-à-dire qui contenait également le Pakistan, le Bangladesh, voilà, et puis il y a des musulmans également à l'intérieur de l'Inde actuelle. Voilà, alors ethniquement, ils ressemblent à, disons, aux Indiens. Ce sont des Indiens qui sont de confession musulmane. Et maintenant, un peu quelques mots sur la littérature. Cette petite société blanche et mulâtre avait ses écrivains pendant les 2 premières décennies. C'était des blancs qui étaient bien sûr instruits, contrairement aux descendants des esclaves qui ne l'étaient pas.
Et alors, la littérature était blanche et la littérature était, comme l'écrit Jean-Louis Joubert, c'était une sorte de francotropie. Francotropie, c'est-à-dire de l'imitation de ce qui se passait en France, mais avec un retard d'une génération. Voilà, puis ce sont les créoles qui apparaissent. Et finalement, il y a bien sûr quelques noms qu'il faudrait citer, comme Robert Edward Hart, un grand poète, puis Malcolm de Chazal, que chérit notre auteur de ce matin. Voilà. Et Marcel Cabon, qui a inauguré, bien que créole, il a inauguré avec son roman Namasté. Namasté est un geste indien pour dire bonjour, pour saluer quelqu'un. C'était une sorte de pont jeté entre la culture, disons, créole et la culture euh, euh, indienne. Et puis, il y a Édouard J. Monique, et finalement, il faut passer à l'époque actuelle. À l'époque actuelle, il y a toute une multitude d'auteurs. Vous savez, quand j'ai passé plusieurs semaines à la Bibliothèque nationale de France, et il y avait là des livres, des recueils poétiques des auteurs. Je ne sais pas si les Mauriciens savent qu'ils avaient existé. Voilà. Et c'était des livres à un exemplaire, souvent non lus. Et je me suis dit à ce moment-là que la littérature mauricienne de cette époque, qui précède l'actuelle génération des écrivains, est, est un colosse sur les pieds d'argile, sur les jambes d'argile. Voilà. Et maintenant, nous avons Jean-Marie Gustave Leclésio, qui est prix Nobel de 2008, si je ne me trompe pas, qui revendique son ascendance, disons, mauricienne, et certains de ses romans, comme Révolution, Les chercheurs d'or, La quarantaine, Voyage à Rodrigue et dernièrement Alma, sont consacrés à la thématique mauricienne. Il y avait également une tendance après l'indépendance qui, disons, d'écrire en créole. Cette tendance est représentée par certains auteurs comme Lindsay Collin maintenant, mais je crois que c'est Dave Virasamy qui a traduit beaucoup d'ouvrages comme Macbeth, comme Le Petit Prince en créole, et qui a écrit également en créole, qui est, disons, le principal acteur de ce courant. Voilà, il y avait une littérature en hindi. Kumari Issur, ici présente, s'est occupée de la rédaction de l'ouvrage du roman Sueur de sang de Abhimanyu Anand, voilà, qui est le plus connu, le seul, je crois, qui a été traduit en français. Et finalement, quelques noms de la littérature mauricienne actuelle. Voilà. Alors, à côté d'Ananda Devi, il y a Natacha Pana, et Alain Gordon-Gentil, Karl de Souza, et Barlène Piamoutou, Bertrand de Robillard, Shenaz Patel, Amal Sitohel. Et pour les poètes excellents d'aujourd'hui, c'est Oumar Timol, Alex Jaking, Youssef Kadel, Sylvestre Lebon et Michel Ducasse. Voilà. Alors c'est pour l'introduction, pour que vous puissiez vous orienter un petit peu dans le monde d'où sort Ananda Devi. Et elle est née 11 ans avant l'indépendance, avant la proclamation de l'indépendance de Maurice. Pour ceux qui sont bons en calcul, je laisse le soin disons, de déchiffrer la date exacte de sa naissance. Et elle est née comme fille d'un petit planteur de canne à Trois-Boutiques, village au nom trompeur, parce qu'il y avait là, comme elle écrit, que deux petites épiceries. Voilà, et au sud de l'île. Et puis, elle a déménagé ailleurs. Mais finalement, ses parents étaient
des bibliophiles, il aimait lire le père partait chaque semaine à Port-Louis, à la capitale, et rapportait disons, des tas de livres que toute la famille, c'est-à-dire lui-même, sa femme et trois filles Nirsimlu, c'est-à-dire ses filles, lisaient avec avidité. C'est ainsi que, et Ananda souligne également, je m'excuse de dire Ananda, c'est ainsi que je pense à elle. Alors, je m'explique. Euh, Ananda Devi, née Nirsimlu, elle a pris le nom de son mari Ananden. Et voilà, et le Ananda Devi, c'est son pseudonyme littéraire. Parfois, il est traité comme si Devi était un nom, alors que c'est un deuxième prénom. Voilà. Mais pour simplifier, je me permettrai, disons, de dire Ananda. Alors, Ananda souligne que elle avait deux sources disons, d'éducation familiale. La première, c'était les livres apportés par son père. Son père se penchait du côté, pour ainsi dire, et pour simplifier, occidental, alors que les contes de Grimm, etc., cette littérature européenne était, disons, apportée par le père, tandis que la mère était plutôt la source de la tradition, la transmission de la tradition indienne. Et il faut que vous sachiez, je m'adresse non pas aux auditeurs mauriciens, mais aux Mauriciens, aux auditeurs non mauriciens, justement, que les Indiens sont très fiers, et à juste titre, de leur grande littérature mythologique qui est très liée avec la religion, comme j'espère pouvoir le dire dans ce qui suit. Voilà, alors Mahabharata ou bien Ramayana, c'était des ouvrages que disons, qui venaient, dont la mer ressourçait Ananda. Voilà, et puis c'est une des questions incontournables qu'on pose à Ananda, et elle y répond elle-même dans Je est un autre pour une identité monde, où elle répond elle-même à un fictionnaire fictif. Euh, euh, Quelle est votre langue maternelle? Le créole. Ah, enfin, une réponse claire. Était-ce la langue parlée par votre mère? La première langue que vous ayez pratiquée? Non. La langue parlée par ma mère était le telugu. C'est la première langue que j'ai pratiquée. Ah, c'est donc le telugu, votre langue maternelle? Non, puisque je l'ai perdue. Comment cela perdu? Je l'ai oublié vers l'âge de 6 ans. Quelle langue avez-vous parlé dans votre enfance? Le français et le créole. J'ai fait mes études en anglais. J'ai appris l'hindi en regardant des films de Bollywood tous les samedis soirs avec mes parents. Quelle est votre langue maternelle? La langue de ma mère était le telugu. Ma langue en tant que mauricienne est le créole. Ma langue d'écriture est le français et ma langue d'expression scientifique est l'anglais. Voilà. Et alors, c'est une chose peut-être difficile à comprendre pour les non-mauriciens, mais c'est justement c'est une identité patchworkisée, pour ainsi dire, si on me permet d'inventer ce mot, chemin faisant. Et justement, quelle langue choisir pour l'écriture? Je vous ai dit que l'énorme majorité des écrivains mauriciens d'aujourd'hui écrivent en français. Très rares sont ceux qui écrivent en anglais. C'est Lindsay Collin, parmi ceux que je connais, quelques écrivains d'origine indienne. Voilà, et pour ce qui est du créole, il n'est pas très pratique. Voilà, et alors, pourquoi le français? Et ici, une petite parenthèse. Un célèbre journaliste polonais, Ryszard Kapuściński, qui a parcouru le monde entier, surtout ce qu'on appelait dans les années 50 et 60 le tiers-monde, c'est-à-dire les pays qui colonisaient, qui
qui devenaient indépendantes en Afrique, en Asie et en Amérique, en Asie. Il disait qu'avec 4 langues européennes des colonialistes, avec le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais, il était capable, dans les années 1950, 60, 70 encore, de communiquer un peu partout à travers le monde, dont je mets voilà, des signes, des guillemets, du tiers-monde. Voilà. Et quand il est revenu vers la fin des années 80, dans les années 90, il a retrouvé un autre monde. Parce que dans beaucoup de ces pays, les langues des colonisateurs se sont perdues. Voilà. Et ont été remplacées par les langues du creux, par les langues vernaculaires, par les langues de ces pays conquis, de ces peuples conquis. Voilà. Alors, il se disait, je suis comme en Chine, je ne comprends rien. La presse, la télévision est en farsi, par exemple, en Iran, alors qu'avant, c'était dans les langues européennes. Voilà, alors c'est un signe tout à fait compréhensible pour les grands pays. C'est un processus compréhensible pour les grands pays comme l'Iran, par exemple. Mais pour les petits pays comme Maurice, ce serait destructeur. C'est ce que se disaient les écrivains, et non seulement les écrivains, les utilisateurs, les usagers du français et de l'anglais à l'île Maurice. Et malgré certaines tentatives, le créole est resté ce que les Allemands appellent Haussprache. Alors, ce qu'on parle à la maison, ce qu'on parle entre soi. Et justement, mais vient le problème, disons, qui est considéré par certains comme idéologique. Mais comment cela se peut-il qu'un représentant, qu'une représentante, qu'une écrivaine d'un pays indépendant écrive en français? C'est la langue des colonisateurs. Eh bien, Ananda répond à cette question d'une manière très, très pragmatique et astucieuse, dirais-je, car elle dit, bon, je considère, maintenant je traduis avec mes mots ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a dit. J'utilise cette langue comme un outil. Je connais très bien le français. Je suis capable d'écrire des ouvrages de valeur dans cette langue, mais je ne suis pas esclave de cette langue dans la version proposée par l'Académie française, qui voudrait statuer, disons, immobiliser cette langue. Chaque usager du français y apporte sa propre invention. Et comme disait Sartre, chaque écrivain écrit dans une langue étrangère, même si la langue dans laquelle il écrit, c'est la langue c'est sa langue maternelle. Parce qu'en créant des œuvres littéraires, on crée son propre langage, voilà, qui est compréhensible pour d'autres usagers du français, mais qui a des marques d'originalité. Cependant, le français d'Ananda Devi est incrusté de mots qui viennent de l'hindi, qui viennent du créole. Il y a des dialogues. C'est un petit problème pour les éditeurs, pour les traducteurs également. Voilà, car certains livres, comme par exemple dans Pagli, il y a les noms des chapitres qui sont en français et en créole. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y a également certaines répliques en créole. Et Ananda se débrouille en ajoutant dans la phrase suivante à peu près le sens de cette phrase, disons, écrite en créole et traduite en français. Voilà. Mais pour ce qui est des noms des personnages qui sont souvent empruntés à l'hindi, ils sont significatifs. Vous savez, nous sommes habitués en Europe que
nos prénoms ne veulent rien dire. Voilà. Comme je me prénomme Christophe, bon, il y a une certaine tradition, et on ne m'a pas nommé Christophe parce que je suis crucifié. Ou bien, je porte la croix. Et tandis que certains noms d'Indi signifient quelque chose. Ainsi, Anjali signifie prière, Gunji, la muette, Aina, le miroir, Pagli, la folle. Voilà, euh, c'est ça. Et Daya signifie pitié. Voilà. Comme elle l'explique d'ailleurs dans son nom. Et bien, il y a une autre question générale, parce que il y a un processus qu'on appelle que Marcus Arnold, un chercheur allemand qui travaille sur la littérature mauricienne, qui a consacré sa thèse de doctorat et un ouvrage volumineux à la littérature mauricienne, au roman mauricien des années 1980 jusqu'à l'an 2000. Il parle de la détropicalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour détropicaliser quelque chose, il faut que cette chose soit tropicalisée tout d'abord. Alors, la tropicalisation, c'est un processus mental qui est actif dans les esprits européens, ou en tout cas européens et dans l'Amérique du Nord, de considérer les îles tropicales comme de petits paradis. Voilà, il y a là des palmes, il y a de cocotiers, il y a une mer bleue, etc. Et je dois vous dire que quand je me suis trouvé pour la première fois sur une plage mauricienne, je me suis dit, me voilà dans une carte postale. Je suis un élément de la carte postale qu'on peut envoyer en Europe ou en Amérique du Nord. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est cette détropicalisation? C'est la rupture avec ce topos, avec comment dirais-je, ce schéma qui fait voir dans les îles, dans les habitants des îles qui sont de bons sauvages, n'est-ce pas, suivant cette conception. Alors, il faut faire voir l'envers de la carte postale. Alors, il faut voir ce qui se trouve derrière ces clichés touristes. Quand La Nuit consent à me parler, un recueil, je crois qu'il a été publié, oui, par Bruno Doucet, Ananda écrit, j'aurais pu, j'abrège cette citation, j'aurais pu écrire poétiquement les îles, etc., etc. Et puis elle dit, et puis non, je n'en ai que faire de la poétique des îles, des infusions de verdure en homéopathie sublimée, du bleu fallacieux de nos ciels, de nos apôts à la fluette et maigrelette musique, sinistre pâtre, de nos appâts en attente comme des filles à la bouche infiniment ouverte. J'en ai marre de mordre et de manger cette poussière-là, de la gratter de mes pattes grêles. À la recherche de pépites littéraires, rien à faire, rien à foutre, des images désarrimées de nos terres. Alors, elle reste fidèle à cette intention première de détropicaliser les clichés qui sont liés à l'île Maurice. Vous savez, je crois que c'est Mark Twain qui a dit que Dieu a vu l'île Maurice, puis en se servant de ce modèle, il a créé le paradis. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi, toutes ou presque toutes ces îles tropicales qui semblent si paradisiaques, bon, leur histoire a été tragique. Et derrière ce décor, ce beau décor, il y a toujours des tragédies humaines qu'Ananda s'obstine à montrer. Ainsi, par exemple, dans Ève de ses décombres, Eva ze Sphinx glitcht,
c'est traduit en polonais. Voilà, elle montre une cité où échouent tous les naufragés, c'est-à-dire tous ceux qui ont perdu la maison à cause de, disons, du cyclone et détruits par les cyclones, etc. Et c'est une cité qui est située près de la mer, mais c'est bétonné, ça pue parce qu'il y a des déchets qui puent, que personne n'évacue. Voilà. Et puis les gens les pauvres qui vivent dans cette cité qui s'appelle Troumaron, c'est un nom inventé, sont vraiment les délaissés pour compte d'une civilisation qui se développe tant bien que mal dans le reste de l'île. Voilà. Euh, Justement, je ne sais pas que faire. Ananda est l'auteur de plusieurs dizaines maintenant de livres et elle a commencé par deux recueils de nouvelles. Le premier, c'était Solstice. Dans Les hommes qui me parlent, je crois, elle dit que quand elle revoit, quand elle relit ses nouvelles, elle croit que toute son œuvre future est là, en germe. Je ne veux pas m'y attarder. Mais, le premier roman qu'elle a écrit, c'est Rue la Poudrière, un roman qui a été publié à Abidjan, si je ne me trompe pas, vers la fin des années 80, parle d'une prostituée créole. Et parler de la prostitution, c'était un des points de ce programme de la détropicalisation. Mais cependant, vous savez, parce que j'ai rencontré des lecteurs qui me disent, ah, elle parle toujours des femmes malheureuses, des femmes battues, des femmes violées, des prostituées. C'est vrai, mais c'est à cause de ce programme de détropicalisation. Voilà. Mais quand on fouille un peu plus profondément, on voit que Ananda est surtout le chantre, je ne sais pas quel est l'équivalent féminin du mot chantre, chantresse de la sensualité féminine. Et cette prostituée, Paul, dans le premier de ses romans, Rue la Poudrière, quand elle voit le soleil éclairer son lit, a des rêves érotiques. Elle traite le soleil comme son amant, voilà, qui glisse sur sa peau en la chauffant. Et alors, il y a cette sensualité, positive. Et c'est un autre aspect, je dirais, cette fois-ci, de la détabouisation de l'univers dans lequel elle a grandi. Je ne parle pas du milieu familial qui était idéal, mais je parle de cette société très patriarcale. D'ailleurs, bon, à regarder autour de nous en Pologne, voilà, on se demande si c'est différent tellement de la société de l'île Maurice. J'aimerais vous dire quelques mots à propos de certains romans d'Ananda Devi et en essayant de suivre sa route. Alors, tout d'abord, elle publie à Abidjan dans une maison d'édition africaine, rue La Poudrière, et puis elle fait le grand débarquement en France en publiant deux romans chez l'Harmattan, une maison d'édition qui se spécialise dans la publication de la littérature africaine. Alors, c'est Le voile de Draupadi et L'arbre fouet. Je vais essayer de vous dire quelques mots à propos de L'Arbre fouet, du voile de Draupadi.
Et puis, elle cherche son éditeur, son vrai éditeur, et c'est ainsi qu'elle publie chez Dapper un petit roman, un récit choquant, Moi l'interdite. Ce récit sortira dans un an dans Literatura na Świecie, littérature dans le monde, une revue prestigieuse qui est publiée en Pologne, qui informe les lecteurs polonais des meilleures œuvres littéraires publiées dans le monde entier, dans différentes langues. Finalement, si vous voyez bien la couverture, c'est déjà Gallimard. Alors, un pas décisif est franchi pour s'approcher du centre, du sommet du monde éditorial français. Nous sommes en 2001. Pagli, c'est l'histoire de cette folle dont je vais essayer de vous dire également quelques mots. Ensuite vient Soupir. Soupir, un roman étrange que j'ai traduit et qui attend son éditeur. Si vous en connaissez un, soufflez-lui un petit mot en ma faveur. Le Lent Désir, qui est un long poème en prose. Et il faut dire, j'aimerais le dire avant tout, pour ne pas l'oublier, que, à vrai dire, la prose d'Ananda Devi est de la poésie un peu diluée. Dans Le Lent Désir, elle n'est pas diluée, c'est un alcool pur, voilà, tandis que dans les romans, bien sûr, il faut qu'elle soit un tout petit peu diluée, voilà, pour que les lecteurs, pour ajouter une intrigue que les lecteurs peuvent suivre. Puis vient, toujours chez Gallimard, mais dans la collection Continent Noir, dirigée par Jean-Noël Schifano, La vie de Joséphin Le Fou, également traduit. Voilà. Et puis, vous voyez le changement de la couverture, la collection blanche de Gallimard. Alors, c'est une sorte de, disons, d'anoblissement. Et je me permettrai un peu de méchanceté. Christophe Paoli ne l'entendra pas si Frédéric est là. Il fera semblant de ne pas l'entendre non plus. Et je demande aux collègues français la même chose. Alors, ce n'est pas moi. C'est Julia Waters, qui travaille actuellement à l'université de Reading, en Angleterre, qui l'a remarqué. Alors, si nous prenons la collection, un exemplaire, un livre de la collection blanche de Gallimard, et s'il y a un auteur français de France, qu'est-ce qu'on peut lire? Hervé Le Tellier, L'Anomalie, le dernier prix Goncourt. Membre de l'Oulipo, Hervé Le Tellier est l'auteur de plusieurs livres remarqués, parmi lesquels, etc., etc. Alors, où est-ce qu'il est né? Cela n'intéresse personne. Voilà. Et maintenant, nous prenons Ève de ces décombres, un excellent roman, voilà, remarqué, cité, commenté, et nous lisons la 4e couverture. Né à l'île Maurice, Ananda Devi est l'auteur de nombreux romans, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du lieu de naissance de Le Tellier et on parle du lieu de naissance d'Ananda Devi? Ce n'est pas très grave, mais quand même, cela en dit long sur un certain paternalisme de la maison éditoriale, du monde éditorial français. J'ai le plaisir de vous dire que le roman suivant, le Indian Tango, sera publié, tout porte à croire qu'il sera publié en polonais à l'automne. J'en dirai également quelques mots, si le temps le permettra. Puis vient Le Sari Vert, c'est le premier roman que j'ai lu, d'Ananda que j'ai lu, le premier que j'ai traduit en polonais. Ensuite, en 2011, voilà, toujours dans la collection blanche de Gallimard, c'est Les hommes qui me parlent, l'ouvrage autobiographique.
autobiographique dans lequel elle parle d'elle-même, elle parle de sa famille, elle parle de sa manière de créer. Puis vient L'Ambassadeur triste, un chef-d'œuvre, un recueil de nouvelles traduit également en polonais. Puis Les Jours vivants. Avec Les Jours vivants, c'est-à-dire c'était déjà visible dans L'Ambassadeur triste. Jusqu'à présent, le roman d'Ananda Devi, l'action de ces romans se passe soit à Maurice, soit en Inde. Et avec L'Ambassadeur triste, nous voyageons entre l'Orient et l'Occident, tandis qu'avec Les Jours vivants, nous nous déplaçons entièrement à Londres et le héros, l'héroïne de ce roman est une Anglaise qui est accompagnée d'un Jamaïcain, d'un Jamaïcain de 13 ans, je crois. Voilà. Et puis, un autre tournant, c'est publié chez Grasset en 2018, Manger l'autre. Ananda Devi, contrairement à son image d'auteur qui parle disons, qui traite de la thématique indienne, ici, elle transporte le lecteur dans un univers occidental, non identifiable. On ne sait pas si c'est la France, si c'est l'Angleterre, si c'est l'Italie, les États-Unis. Et dernièrement, justement, Ananda Devi s'occupe de la thématique actuelle. C'est l'histoire d'une fille qui naît très grosse. Son père suppose qu'elle a mangé sa jumelle quand elle était dans le ventre maternel. La mère la fuit parce que au moment de la naissance, cette fille pèse 10 kilos. Elle ne cesse de grossir. Elle est monstrueusement obèse et rendue malheureuse par la publication de ces images, de ces photos, des films, des vidéos avec elle sur Internet. Je ne sais pas si je dois le raconter. Bon, je ne terminerai pas ma phrase. Et puis, il y a plusieurs recueils de poèmes. Je voudrais attirer votre attention. Ananda, on a parlé avant la conférence. Ceux du large, c'est un recueil trilingue, c'est-à-dire chaque poème écrit en français est traduit par Ananda en anglais et en créole. Voilà. Alors, il y a 3 versions des mêmes poèmes et finalement, Danser sur tes braises, suivi de 6 décennies. 6 décennies, c'est l'âge. Et Danser sur tes braises, c'est la commémoration des parents. Vous savez que selon le rite indien, les morts sont brûlés, voilà, les corps des morts sont brûlés. Et une chose que je tiens beaucoup à dire, à savoir, Ananda a été invité au musée des Confluences à Lyon, où on lui a demandé d'écrire quelque chose sur une momie précolombienne, péruvienne, et elle a fait un texte excellent. C'est une suite de tout petits essais. Fardeau. Fardeau, c'est le tissu dont on enveloppait au Pérou, à l'époque précolombienne, les morts qui étaient en position embryonale. Voilà, et c'est ainsi qu'on les enterrait. Et grâce à ce climat sec, cette momie a conservé ses cheveux, par exemple, les ongles. C'est une réflexion, c'est une méditation sur l'écoulement du temps, sur la condition humaine. Voilà. Et juste peut-être parce que j'ai projeté de parler de 3 romans d'Ananda Devi, je me limiterai à l'un d'eux, à Voile de Draupadi. C'est l'histoire d'une jeune indo-mauricienne
Anjali, qui accouche d'un enfant. Son mari, Dev, est un avocat. Il a été donc éduqué, il a une instruction occidentale, voilà. Et Anjali ne travaille pas, si j'ai bien compris, et leur fils est menacé de mort. C'est une maladie mortelle. La famille du mari demande à Anjali de marcher sur le feu. C'est une vieille coutume, surtout, disons, dans le monde de Tamoul, quand on la rencontre, mais non seulement parce qu'elle est très présente dans la mythologie indienne. Surtout, elle est présente dans le cas de deux déesses. La première, c'est Draupadi. Le voile de Draupadi, c'est le titre. Draupadi était la femme des 5 frères Pandava. Ils l'ont perdu en jouant, je ne sais pas en quoi ils jouaient. Ma source anglaise dit gambling game, ce qui peut, je sais pas, au dé, disons, pas aux cartes. Mais, ils l'ont perdu donc en jouant avec les perfides Kaurava. Et le prince de Kaurava, Dushasana, a essayé de la dévêtir pour profiter de sa proie, n'est-ce pas? Il voulait, disons, la déshonorer pour parler noblement, mais le dieu Krishna est venu en aide à Draupadi en rendant son sari infiniment long. Alors, on l'a développé, on essayait de la dévêtir et sans y parvenir, et c'est ainsi qu'elle n'a pas été déshonorée. C'est un récit de Mahabharata, et tandis que Sita, une autre femme, déesse de la mythologie indienne qui a connu un sort pareil, c'est la femme de Rama, qui est une des incarnations du dieu Vishnu. Et c'est raconté dans Ramayana. Sita a été enlevée par le démon Ravana, qui l'a emmenée au Sri Lanka, Ceylan. Et après sa libération, elle a dû passer par l'épreuve du feu pour prouver son innocence. Alors, dans les deux cas, après être restée entre les mains, pour ainsi dire, des ennemis de leur mari, aussi bien Draupadi que Sita doivent passer par l'épreuve du feu pour prouver leur innocence. Et c'est quelque part, je crois que c'était dans Les hommes qui me parlent, Ananda cite une phrase de sa mère qui disait, qui lui inculquait, qui lui transmettait cette idéologie indienne. Et la mère a eu cette remarque sacrilège. Si Rama avait été vraiment Dieu, il aurait su que Sita ne l'avait pas trahi. Voilà. Alors, il y a dans le voile de Draupadi une révolte, la révolte d'Anjali qui, tout d'abord, ne veut pas obéir disons, à cette proposition de plus en plus pressante de la part de la famille de son mari de marcher sur le feu, non pas pour prouver son innocence, cette fois-ci, mais pour sauver son fils. Et ici, il y a le monde rationnel que je me permets d'appeler occidental. Il y a l'éducation de son mari qui est occidentale, qui est rationnelle. C'est un avocat, c'est un homme qui raisonne, n'est-ce pas? Même si ce raisonnement est par retort. Et de l'autre côté, nous avons cependant le poids de la tradition, le poids de cette religion. Et finalement, si Draupadi se décide disons, à marcher sur le feu, c'est pour des raisons tout à fait personnelles. C'est pour des raisons qui ne sont pas ceux que j'évoquais plus haut. Et alors, tout d'abord, elle prend conscience que cette expérience l'aidera à retrouver
et a brisé son lien avec le feu. Sa cousine Vassanti s'est brûlée en croyant que si elle était vertueuse, elle pourrait passer par l'épreuve du feu, et elle a brûlé. Elle a brûlé. Personne ne l'a aidée parce que bon, c'était un rite religieux, on ne voulait pas intervenir. Et à ce moment-là, voyant que les dieux n'aident pas même ceux qui croient en eux de tout leur cœur, Anjali perd la foi. Alors, si elle a perdu la foi, pourquoi est-ce qu'elle marche sur le feu? C'est premièrement, je crois, pour interrompre ce souvenir, disons, cette pratique. Deuxièmement, en souvenir de l'immolation de sa cousine, mais peut-être également pour transgresser un tout petit peu cette cérémonie sacrée qu'on fait pendant le mariage indien, quand les jeunes mariés tournent cette fois autour du feu. Et puis vous savez, c'est un peu compliqué parce que avant de passer sur le feu, elle jeûne. Le rituel veut qu'on jeûne, que c'est une femme comme ça jeûne, mais qu'elle fasse également des prières. Elle ne prie pas parce qu'elle a perdu la foi, et elle jeûne pour, comment dirais-je, pour ne plus se sentir femme, pour se libérer du regard des hommes, mais pour ne pas être traitée comme une femme. Voilà, c'est ce qu'elle dit. C'est un repos que de ne plus avoir de corps pour enfanter, de corps pour être fidèle avec, de corps pour être infidèle avec, de corps pour se mortifier. Et comme je vous l'ai dit, j'ai planifié trop de choses, mais au lieu de ça, je voudrais profiter de l'occasion pour honorer Kumari Issor ici présente et pour rappeler que notre invité de cette matinée, Ananda Devi, est docteur honoris causa de l'Université de Silésie. Je me permettrai de lire des brefs fragments du rapport de Kumari Issor, qui a été l'une des rapporteurs. Les autres, c'était Julia Waters, c'était Françoise Lyonnais et Richard Kojor. L'un des traits distinctifs de la prose de Devi est la présentation des pensées et des sentiments les plus intimes des personnes exclues. En effet, son écriture est marquée par une forte empathie à leur égard. Elle met en évidence et invite le lecteur à prendre conscience des faces cachées de nos sociétés pour qu'ils comprennent la situation de leurs membres les plus vulnérables. Devi jette une nouvelle lumière sur les nombreux dilemmes sociaux et ce faisant, elle lutte pour un monde meilleur et plus tolérant. Ananda Devi est sans aucun doute l'écrivaine la plus populaire de l'océan Indien est l'une des plus grandes et des plus impressionnantes du monde francophone. Les œuvres de Devi figurent dans de nombreux programmes universitaires du monde entier. Les livres de Devi suscitent un intérêt international qui ne cesse de croître, comme en témoignent les traductions dans de nombreuses langues. Les lecteurs internationaux apprécient particulièrement la façon dont Devi inscrit sa diversité de l'héritage culturel de son pays dans un monde globalisé. Elle est inspirée par des écrivains des traditions occidentales et non occidentales. Son œuvre se caractérise par une grande diversité linguistique. L'anglais, le créole mauricien, l'hindi coulent à travers la plus exquise des poésies en prose française. Ananda Devi est un maître absolu dans son domaine et elle mérite pleinement d'être distinguée par le titre de docteur honoris causa attribué par l'excellente Université de Silésie. Je vous remercie de votre attention, d'avoir abusé de votre attention.
Non, 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 loin de là, c'est nous qui vous remercions pour cette belle conférence. Et effectivement, bon, nous avons programmé comme ça et je pense que c'est toujours bien d'entendre aussi la salle. Mais avant cela, nous avons cette grande occasion et vraiment le grand plaisir d'avoir parmi nous Madame Ananda Devi qui a gentiment accepté de dire quelques mots à la suite de cette conférence. Comme vous nous avez écrit et redit cela, Madame, avant la conférence, ces échanges sont importants, ils sont importants toujours, hein, mais peut-être à l'époque où nous vivons encore davantage. Donc, nous serions vraiment heureux de vous entendre, si possible. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup de cette conférence et merci Christophe. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose après ça, cette espèce de panorama. Et en étant lecteur et traducteur et professeur de littérature, Christophe, en fait, connaît peut-être mieux mon travail que moi-même. Pour ceux qui sont un peu plus anciens, que j'ai un peu oubliés, je les redécouvre maintenant à travers son regard. Et effectivement, en tant que traducteur, il est allé très, très loin aussi dans le processus d'écriture, le style, la langue. Donc, c'est vraiment un partage merveilleux et je crois que je ne peux que le remercier de me faire connaître en Pologne, mais vous remercier tous aussi à tous qui êtes là. Effectivement, en ces temps difficiles où on est vraiment isolé, on est dans l'incertitude, on est dans une sorte de transition entre un monde que nous connaissions quand même bien et quelque chose de beaucoup plus inconnu. Ce genre de rencontre, en tout cas pour moi, est extrêmement important pour que nous puissions continuer à être en contact, mais surtout à entendre d'autres types de voix, d'autres manières de concevoir le monde, en fait. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez bien? Oui, 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 parfaitement. Oui, oui, il n'y a aucun problème. On vous entend très bien. Donc, d'autant plus que je crois que notre monde ne changera pas si on ne commence pas à écouter ces autres voix qui nous parlent de l'humanité, de l'essentiel de l'humanité, et donc pas toujours de ces systèmes économiques qui nous ont vraiment asservis finalement. Je crois que le système économique de la globalisation est quelque chose qui nous a menés vers ces crises que nous vivons aujourd'hui, qui ne sont pas des crises ponctuelles, mais qui sont une espèce de conséquence de tout un ensemble de choix qui ont été faits par les décideurs du monde et que nous subissons aujourd'hui. Donc j'espère que ça permet aussi d'engager une autre réflexion sur nous-mêmes, sur l'humanité, sur ce que cela veut dire et où est-ce que nous voulons aller après cela. Donc effectivement, c'est un peu ce que j'essaye de dire dans tout ce que j'écris, mais c'est aussi quelque chose qui rentre dans la relation, dans le rapport entre les universitaires comme vous, les écrivains, les passionnés de littérature, les traducteurs. On est tous un peu dans ce sens, dans cette réalisation d'un monde qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant intérieurement que puissant extérieurement avec cette société de consommation qui nous rend esclaves de quelque chose dont nous n'avons vraiment pas le contrôle. Donc voilà, en fait, oui, cela fait maintenant, je ne sais pas, plus de 50 ans que j'écris, sérieusement, je peux dire. Et donc, aujourd'hui, pour moi, l'important, c'est vraiment de poursuivre cette réflexion, ce travail d'œuvre en œuvre, et à chaque fois d'aller un peu plus loin, peut-être, de me pousser moi-même plus loin, hors de mon confort, hors de tout cela, et aller vers… dans Ève de ces décombres, il y a cette
expression que j'utilise souvent en fait depuis, c'est le pas hors de soi, hors de son identité, hors de son cadre, de son confort. Et donc pour moi, la littérature, c'est ça, le pas hors de moi-même surtout. Ça, c'est une réflexion aussi que je conduis très sérieusement aujourd'hui parce qu'on est un peu dans une époque où on est aussi un peu attaqué du point de vue de l'identité de l'auteur. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'écrire sur tout? Est-ce qu'on a le droit d'écrire sur, par exemple, des personnages qui ne sont pas nous ou dans des contextes différents, etc. Et j'ai toujours pourtant cru vraiment dans la littérature en tant que moyen justement d'être hors de son identité. Et donc, ce genre de questionnement qui, en ce moment précis, sont un peu presque une espèce de remise en question de l'auteur. Et Christophe disait tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que cette personne vient de Maurice, etc. J'en suis très fière de venir de Maurice. Mais effectivement, est-ce que l'auteur, l'identité de l'auteur doit le destiner uniquement à écrire sur certains sujets, pas d'autres? Donc pour moi, ce n'est pas le cas, mais c'est vrai qu'après toutes ces années, toutes ces décennies d'écriture, j'y réfléchis et je me pose cette question très sérieusement à propos de où va l'auteur aujourd'hui, quelle est sa place, quels sont ses droits finalement en tant que créateur. Et je pense que c'est une réflexion que les universitaires, par exemple, peuvent vraiment, à laquelle ils peuvent contribuer en reparlant de cette entité auteur qui est séparée en fait de l'identité de la personne qui écrit. Voilà, donc ce sont des réflexions et puis je vous remercie beaucoup, beaucoup. Puis j'étais vraiment ravie d'être là et puis d'écouter mon ami Christophe et de vous voir tous, même virtuellement. Merci. Merci à vous. Et effectivement, ce que vous proposez pour débattre autour est essentiel, je pense, et aussi ça touche à la condition même de la littérature, je pense, et de sa réception et de son influence sur notre monde, hein, tout simplement, parce que ce ne sont pas des choses autour desquelles il ne faudrait pas se concentrer. Mais je ne voudrais pas monopoliser la parole parce que c'est trop facile, hein, vu que je modère. Et je vois qu'on a une première question, et d'abord pour vous, et